Au sommaire de ce journal, fin du procès Charles Onana et les éditions Toucan demain vendredi. Ce dernier est accusé de nier le génocide rwandais dans son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise paru en 2019. Pour cette troisième journée, plus de 8 témoins ont été auditionnés, parmi lesquels le chef de la société civile qui coordonnait les actions des syndicalistes des droits de l'homme à l'époque du génocide rwandais. À suivre dans ce journal. Et puis le gouvernement de la République compte offrir des obsèques dignes aux victimes du naufrage du lac Kivu. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale s'attelle pour que les familles des victimes organisent des funérailles en toute tranquillité. Enfin, affaire Jacques Ndala, ancien coordonnateur de la jeunesse d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi contre l'influenceuse Denise Mukendi du Sochoa. Les avocats conseillent de l'accusé réitèrent la demande de mise en liberté provisoire de leur cliente. Après un débat entre le ministère public et le conseil de la prévenue, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour un jugement avant d'y droit dans le délai de la loi. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Et bienvenue aux 20h. D'abord, les léopards de la RDC en CAN Maroc 2025 pour la phase éliminatoire se sont imposés sur l'équipe de la Tanzanie sur un score d'1-0. La quatrième journée se jouera en Tanzanie pour cette phase de CAN Maroc 2025. Inauguration officielle par le président de la République, Silikine Village dans la commune de la Gombe. Il s'agit d'une initiative du groupe Texaf qui s'inscrit dans l'engagement de l'État congolais à réduire la fracture numérique et à positionner la technologie comme moteur de croissance conformément au plan numérique national. Un reportage de Pierre Kibambe Somwe, Jean Kazadi et Mika Loussala. Transformer la République démocratique du Congo en une société numérique intégrée, promouvant la bonne gouvernance, c'est le but du plan national du numérique Horizon 2025. Ce plan stratégique impulsé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de prendre ses formes, avec notamment l'inauguration ce jeudi 10 octobre de Silikine Village, qui se veut le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation de la RDC et d'Afrique centrale. La cérémonie inaugurale a été présidée par le chef de l'État, qui a été salué à son arrivée par le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, Kibasa, qu'entourait le staff dirigeant du groupe Texaf. Tout en rendant hommage au président de la République qui a rehaussé de sa présence la cérémonie, le groupe Texaf a exprimé sa fierté d'avoir inauguré Silikine Village, dont la mission est de devenir une plateforme essentielle pour les start-up, les petites et moyennes entreprises et les grandes firmes cherchant à innover en Afrique centrale avec un fort accent sur l'impact social et économique, les infrastructures modernes notamment. Le groupe met tout en œuvre pour soutenir les talents locaux et internationaux. Dans ce monde des circonstances, le ministre Kibasa a circonscrit l'importance du numérique en RDC sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Silikine Village contribue également à incarner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, faire du numérique le levier d'intégration, de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social. Avec la mutation que connaît le monde, la technologie et le numérique sont au cœur de cette dernière, comme l'a si bien intégré son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision. La République démocratique du Congo, à travers cette vision, a entamé son projet de transformation numérique traduit dans le plan national du numérique Horizon 2025. Le chef de l'État a été convié ensuite à couper le ruban symbolique d'inauguration des Silikine Village. Il a visité les bureaux et les installations du groupe Texas. Le site Silikine Village abrite le premier centre de données ouvert et certifié aux normes internationales tiers 3 de la RDC à travers son partenariat avec l'OADC, filiale du groupe panafricain WIOCC. Ces centres de données jouent un rôle clé dans la transformation numérique du pays en offrant aux entreprises locales et internationales une infrastructure fiable pour soutenir leurs besoins en connectivité et en hébergement des données.
Et puis cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux sur la mort d'Alexandra, cette jeune fille de 21 ans décédée tragiquement au Canada. Dans ce geste de compassion et de soutien, le couple présidentiel a reçu les parents de la jeune fille. Juste après, Félix Tshisekedi a eu des échanges avec l'ambassadeur de la Russie en RDC, arrivé fin mandat, Blandine Zovo-Kazo-Kazadi, pour se condenser. Je ne vis que pour mon enfant. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. Et bien avant cela, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Alexis Saint-Ebove, arrivé fin mandat, est venu faire ses adieux au président de la République, profitant également de l'occasion pour faire l'évaluation des relations entre la RDC et la Russie. Je suis arrivé au Congo le 10 octobre 2017 et je quitte le Congo le 10 octobre 2024. Et donc on a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives des relations russes-congolaises. Et moi, je viens d'informer Son Excellence, Monsieur le Président, des projets qui sont en cours d'être réalisés. En plus, je remercie le chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement des relations entre nos deux pays. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser pas mal de projets entre nos deux pays et c'était lui qui a rencontré premièrement dans l'histoire de nos relations bilatérales, le chef de notre État, le président Vladimir Poutine, c'était en 2019 à Sochi. L'ambassadeur a également évoqué plusieurs projets en cours entre la RDC et la Russie, notamment dans les domaines agricoles, culturels et de l'enseignement universitaire. Décédé à 74 ans, l'homme politique Jean-Pierre Kambila a passé l'arme à gauche. L'ancien directeur de cabinet adjoint du président honoraire Joseph Kabila est décédé ici à Kinshasa. Ce jeudi, il a reçu les derniers hommages du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'espace Ave Maria dans la commune de Kasavubu. Reportage de la presse présidentielle. Accompagné de la distinguée première dame, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu partager ce moment de douleur avec la famille de Jean-Pierre Kambila Kankwende.
L'ancien directeur des cabinets adjoints du président honoraire Joseph Kabila a trouvé la mort dimanche 29 septembre dans la soirée à Kinshasa. Caractérisé par la compassion et l'humanisme, le couple présidentiel a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire de l'Ulysse disparu avant de conforter la famille biologique du défunt. Un geste salué par la famille. Jean-Pierre Kambila Kankwende était un homme politique cofondateur du PPRD. Il était économiste d'entreprise, licencié en sciences politiques, détenteur de plusieurs diplômes à Genève, en France et en Suisse. L'homme était également auteur de plusieurs livres, notamment La question de la cohésion nationale en RDC. Jean-Pierre Kambila était un homme de débat qui rêvait un Congo émergent. Ses proches gardent de lui un homme humble, courtois et très amical. À l'âge de 74 ans, il laisse un vide au sein de sa famille. Son corps a été accompagné à sa concession au village Mfouti, où il reposera pour l'éternité. Je l'ai dit tantôt, jugé depuis lundi 7 octobre à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. C'est demain vendredi que prendra fin le procès Charles Onana et les éditions de Toucan. Ce jeudi, lors de sa 3e journée, 8 témoins, tant à charge qu'à décharge, ont été auditionnés, parmi lesquels un expert du tribunal pénal international et le chef de la société civile qui coordonnait les actions des associations des droits de l'homme à l'époque du génocide rwandais. Un reportage de Joël Makela, notre envoyé spécial. Au 3e jour de l'audience du procès de l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, plus de 8 témoins, tant à charge qu'à décharge, ont été entendus par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Les témoignages à décharge ont démontré que les déclarations de Charles Onana ne remettent pas en question l'existence d'un génocide, mais au contraire soulignent son ampleur. Ces accusations qui sont portées contre Charles Onana sont un prétexte pour revenir de nouveau sur les accusations contre l'armée française. J'en veux pour preuve le dernier communiqué de la FIDH qu'ils ont publié le 7 octobre. Ça a commencé par les guillemets qu'on reproche à M. Charles Onana d'avoir mis dans son livre autour du mot génocide. Et ça se termine par des accusations contre l'armée française. Et ces gens qui ont des Kagame, qui ont des... pour les Français, pour les journalistes, ce sont des faux journalistes, ils trahissent leur métier de journaliste. D'ailleurs, on pourrait estimer que pour certaines ONG, il y a un refus d'aider des personnes en danger. Pourquoi pas, j'aurais peut-être envie de le dire aussi. Ils font un choix idéologique au profit de Kagame et délaissent des millions de personnes. C'est un crime contre l'humanité. Ce point crucial a été soutenu par plusieurs témoins qui ont plaidé pour une interprétation nuancée des propos de l'écrivain. Une question persiste dans ce procès. Pourquoi avoir attendu 5 ans avant de déposer plainte? Cette interrogation soulève des doutes quant aux motivations derrière cette action judiciaire et met en exergue les tensions entourant le sujet délicat du génocide rwandais. Affaire Jacqueline Dalla et Denise Mukendi du Sochaux, les avocats du conseil de la prévenue réitèrent la demande d'une mise en liberté provisoire de leur cliente. Le tribunal a déclaré un huis clos pour examiner le dossier. Après un débat houleux entre le ministère public et les avocats conseil de la prévenue, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour un jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Edith Chala pour ce compte rendu. À l'appel de la cause opposant l'organe de la loi à Mme Denise Mukendi de Sochaux, le ministère public a énuméré 6 préventions à charge de la prévenue Denise Mukendi. Les avocats conseils de la prévenue ont réitéré la demande de mise en liberté provisoire de leur cliente. Le tribunal d'essayant a déclaré le huis clos pour que la chambre du conseil analyse cette demande. Après un débat houleux entre le ministère public et le conseil de la prévenue, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour un jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Pour l'affaire principale, les conseils de Denise Mukendi ont sollicité la remise pour leur permettre de compulser les dossiers, ce à quoi le ministère public n'a trouvé aucun inconvénient. On n'en trouve aucun inconvénient que le tribunal puisse se renvoyer.
Vous pouvez renvoyer au lundi comme ils veulent, ou encore à une semaine en respectant le règle procédurale pour ne pas donner un caractère aussi particulier à ces dossiers. Nous avons dit. Le tribunal appellera cette affaire le mercredi 16 octobre pour les débuts de l'instruction et éventuellement la plaidoirie. En attendant, Denise Mukendi restera entre les quatre murs au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 24/087 du 9 octobre portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un basketteur et acteur social. Le président de la République ordonne article 1 est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier monsieur Mutombo Polondo Dikembe Jean-Jacques. Article 2 le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 octobre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée à l'original Anthony Kinzo, directeur de cabinet. Je l'ai dit au sommaire, les corps repêchés après le naufrage survenu dernièrement sous le lac Kivu vont être enterrés en toute dignité. Pour ce faire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'attelle pour que les familles des victimes organisent des obsèques en toute tranquillité. Aziza Mounana a procédé à la remise officielle des cercueils dans 2 morgues de la ville de Goma. Edith Chala. C'est fait. Les familles des corps repêchés après le naufrage du 3 octobre dernier vont enterrer dignement les leurs. Les familles de Goma étaient en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, à côté du vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekouka. Au sortir de la rencontre, l'élu de Goma remercie le gouvernement pour la promptitude et l'accompagnement des familles éprouvées. Et toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les 11 familles qui ont perdu 11 personnes ici dans la ville de Goma. D'autres seront assistés au niveau de Bukavu. Le gouvernement de la République s'est engagé à poursuivre les recherches dans les profondeurs du lac, mais ce n'est pas une mince affaire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait le tour d'horizon de sa présence, cette fois au Nord Kivu. Le gouvernement national a fait tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir accompagner dignement les familles éprouvées. J'ai échangé avec eux, les faire comprendre. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Le président de la République était là en 2019, a remis 1000 gilets pour essayer d'éviter autant de dégâts. Tout de suite après, la ministre s'est rendue à l'hôpital Kéchéro pour toutes les formalités administratives des rescapés qui pour certains doivent déjà quitter l'hôpital. Elle s'est enfin rendue à l'hôpital provincial pour boucler la boucle de la situation des rescapés. La République a témoigné de sa solidarité et un appel a été lancé encore une fois de plus aux populations qui voyagent d'être très exigeants sur les mesures de sécurité. Et dans le cadre de la diplomatie parlementaire, un groupe d'amitié va se mettre en place pour consolider les relations entre le Parlement français et congolais. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a été reçu par son homologue français au Palais de Bourbon à Paris. Le point avec notre envoyé spécial, Annie Balaka. Plusieurs questions ont été au centre de leur entretien, notamment des questions liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux pays, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que la réhabilitation des relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Tour à tour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente, qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et particulièrement ces deux parlements s'approfondissent dans les cadres de la diplomatie parlementaire et que le Parlement français est en train de se structurer
il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place. Mais surtout, elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur la place de choix que doit occuper la République démocratique du Congo dans les concerts des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Pour le président Vital Kamerhe, cette place exige une considération particulière de la France. Ainsi, il a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, en prenant en compte que c'est la République démocratique du Congo qui est le pays agressé et le Rwanda le pays agresseur. La diplomatie parlementaire en marche depuis Paris à Nimbalaka pour le compte de la RT. Et puis la faible présence militaire sur une frontière longue de 800 km qui sépare la RDC du Sud-Soudan rend la situation sécuritaire fragile. C'est ce qui justifie l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a entamé justement une tournée dans la Grande Orientale. Guy Mandiavita était accompagné de Grace Nehema, élu du territoire de Hangui. Malumbela. En proie à une insécurité généralisée causée par le rebelle centrafricain de la Seleka, Anti-Balaka, des éleveurs armés tchadiens, Mbororo, le rebelle ougandais de la Elera et ceux du Sud-Soudan, Nasfa, les populations du Bazouélé, particulièrement celles des territoires des Ango et Bondo, souffrent terriblement. Elles sont soumises au joug de ces forces étrangères arrivées sur les territoires congolais suite à la porosité des frontières avec l'Ouganda, le Sud-Soudan et la République centrafricaine. Il ne se passe une semaine sans exaction, se lamentent les administrateurs, le chef coutumier du Bazouélé. Une des localités de la chefferie Ezo a connu l'incursion des éléments de Seleka. La présence des peuples éleveurs Mbororo, ça constitue aussi un danger pour la communauté. Il y a trop d'exactions sur la population civile, dans les territoires, surtout dans les territoires d'Ango. On a échangé même avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale sur tout ça. Nous avons réclamé dans notre mémo l'autonomie de la région militaire ici dans la province du Bazouélé. La création d'une base militaire est plus que jamais nécessaire pour rétablir l'autorité de l'État. La population souffre à cause de l'insécurité causée par les Mbororo, les rebelles sud-soudanais. Il n'y a aucune mesure, aucune disposition pour les arrêter ou les refouler chez eux. Nous sommes les caucus des députés. Nous tous, nous sommes déterminés à trouver une solution définitive et permanente pour notre pays. Il faut rappeler qu'après les provinces de l'Ituri et de la Tchopo, les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale qui étaient en tournée d'évaluation de la situation sécuritaire dans la Grande Orientale est passé par Isiro dans le Haut-Tuélé le samedi dernier avant de se rendre à Bouta au Bazouélé où il a séjourné lundi 7 et mardi 8 octobre 2024. Un lot important des meubles fabriqués manuellement par les ex-colonna reconvertis en bâtisseurs de la nation a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ce jeudi par le général-major Kassongo Kabwit, commandant du service national. Un reportage de Bobo Anan Mokonzi.
Le bâtisseur de la nation, c'est comme ça qu'on les appelle désormais. Ces jeunes autrefois Kuluna ne cessent d'étonner plus d'un Congolais à travers leurs œuvres. Après le don de bons dans certaines écoles de la République, c'est désormais ex-Kuluna, sous la direction du service national, équipe quelques maisons communales de la capitale, de meubles et de bureaux. Au total, 15 communes ont été concernées pour la première livraison de ces matériels. Qui s'attendait à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles de bureaux aux communes. Cela relève de l'innovation. Cela marque que le chef de l'État veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement. Une action qui loue le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, qui la classe dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre par l'exécutif national dirigé par la première ministre Judith Suminwa. Nous sommes ici ce jour réunis dans cette cour parce qu'il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer, la rendre utile à notre société. C'est l'eau composée de chaises, tables, armoires et fauteuils, fruit d'un travail acharné de ces ex-Kuluna transformés par le service national qui dirige des mains de maître le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a été réceptionné par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Méchabani, qui à son tour l'a remis aux dirigeants de la ville-province Kinshasa, tout en les invitant à une bonne distribution et une bonne utilisation. Remise du matériel de bureau pour la chefferie de Chiamba dans le territoire de Ngandajika. Les autorités administratives saluent ce geste du premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, qui compte améliorer les conditions de travail de ses compatriotes dans cette entité territoriale. Regardez. Un don qui ne se limite pas à l'aspect matériel, mais il représente une volonté manifeste de soutenir le progrès et renforcer l'efficacité pour un environnement de travail digne. Après avoir financé les travaux de réhabilitation et de modernisation, ainsi que l'équipement de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, a fait un don des mobiliers neufs au bureau administratif du secteur de Chiamba, un geste qui va sans nul doute contribuer à l'amélioration des conditions de travail des administrés de la chefferie de Chiamba dans le territoire de Ngandajika. Une joie pour les autorités coutumières et administratives de cette entité territoriale qui regroupe en son sein 9 regroupements, toujours dans le secteur de Ngandajika. Nous sommes contents de voir ce don du premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, qui vient d'équiper notre bureau. Une première dans le territoire de Ngandajika. Nous sommes très heureux que nos ancêtres le bénissent. Tout comme la légende de Chiamba, cette jeune fille sacrifiée et enterrée vivante pour sceller l'unité et la cohésion au sein des communautés locales, le geste du sénateur Kalalawa Kalala entrera aussi dans la mémoire collective de la population du Grand Kasaï grâce à son leadership éclairé tourné vers l'unité et le développement de la province du Kasaï oriental. L'engagement de Jokal, élu de la province du Kasaï oriental, ne se résume pas à des paroles, mais se traduit plutôt par des actions concrètes, telles que ce don qui renforce les liens et le développement de la province du Kasaï oriental en général et le territoire de Ngandajika dans la province de Lomami en particulier. Et puis la RDC prend part à la 82e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africain et à la 46e conférence des présidents des assemblées parlementaires nationales à N'Djamena, au Tchad. Le questeur adjoint du Sénat qui a conduit une forte délégation à dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais via le M23. Eric Kabamba. Les palais de la démocratie du Tchad a déroulé son tapis rouge pour accueillir ses hôtes venus de toute l'Afrique pour participer à la 82e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et à la 46e conférence des présidents des assemblées parlementaires nationales. Dans le lot des parlementaires congolais conduits par les questeurs adjoints du Sénat, Oman Abitika Pascal. Les discussions de ces assises ont porté sur des enjeux cruciaux tels que la paix, la sécurité et le développement dans le pays africain.
Sur la tribune, Oumana Bitika Pascal, qui porte la voix de la RDC, a rappelé les efforts entrepris par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer la paix dans l'est de son pays, aujourd'hui agressé injustement par le Rwanda. Une guerre d'agression qui a déjà fait des millions de morts, des milliers de déplacés, des femmes violées et sous un silence total de la communauté internationale. Le questeur adjoint du Sénat congolais a aussi plaidé pour l'adoption rapide d'une résolution visant le retour de la paix en RDC. Notre pays continue à faire face à une guerre d'agression inhumaine, injuste, avérée, lui imposée par les Rwandais, avec comme conséquence désastreuse plus de 10 millions de morts, de milliers de déplacés de guerre, de nombreuses femmes violées. Dans son speech, il a aussi annoncé la candidature de la RDC pour accueillir la prochaine session de l'Union parlementaire africaine. Les défis et perspectives liés à l'approvisionnement responsable en minerais issus de l'exploitation artisanale, c'est le thème de l'exposé du ministre des Mines lors de la 3e édition du café de presse organisé par le cadastre minier au Salon Congo de Pullman. Lucie Lavichisenda, Patrick Kachala. Nous sommes une intersyndicale de la GECAMINE. Nous fonctionnons avec le moyen mis à notre disposition par la GECAMINE. C'est l'employeur, les billets d'avion, les moyens de déplacement, ainsi de suite. Mais alors, il s'est fait que des amis sont partis en dehors de la GECAMINE, sans ordre de mission, financés par un monsieur dont nous ignorons l'identité. Ça, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Donc, nous sommes partis dans une première mission ensemble, avec les billets de la GECAMINE, et nous sommes retrouvés à Kinshasa, où nous avons exposé le problème de la GECAMINE ensemble. Cette GECAMINE ici, elle est en difficulté. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous traînons cette maladie-là il y a 30 ans. Ça fait plus de 15 ans que ces travailleurs de la GECAMINE n'ont eu ni promotion, ni augmentation des salaires. Et le DG que nous avons ici, M. Nkala, a débloqué les promotions. Donc vous avez quelqu'un qui est dans un poste pendant 15 ans et ne bouge pas. Les gens s'attendent à être récompensés pour les efforts qu'ils ont fournis pour la relance de la GECAMINE. Pour les travailleurs, Kala, c'est leur Moïse qui leur montre les horizons qui vont changer. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait des agents et cadres qui saluent la politique sociale qui est mise en place par l'actuel directeur général de l'entreprise. Les syndicalistes soutiennent aussi le comité de gestion et s'insurgent contre les méthodes d'un groupe de syndicalistes qui mènent des actions en dehors du cadre légal. Et puis, l'ancien basketteur Mutombo Dikembe sera inhumé ce samedi aux USA à Kinshasa. Une cérémonie d'hommage sera également organisée. Le ministre des Sports a reçu ce jeudi la famille de Mutombo Dikembe pour les préparatifs. Regardez. La famille de l'ancienne gloire de la NBA, qui fait partie de la délégation officielle du gouvernement congolais qui se rendra aux États-Unis d'Amérique pour ses funérailles, a été reçue mardi par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boutimbu, qui a tenu à la rassurer sur la ferme volonté et détermination du gouvernement de la République à rendre des hommages dignes de son rang à celui qui a longtemps inspiré la jeunesse congolaise et mondiale à travers sa riche carrière de basketteur de renommée internationale et ses multiples œuvres philanthropiques accomplies par le biais de sa fondation. Ainsi, une veillée mortuaire sera organisée à Kinshasa le vendredi 11, au cours de laquelle sera exposé un livre d'or pour recueillir les témoignages de ceux qui auront vécu de leurs propres yeux le phénomène Mutombo Dikembe, ancienne célébrité du basket mondial.
Maître Didier Boudimbo a également rappelé l'engagement de l'État congolais à immortaliser la mémoire de cette légende à travers un des stadiums de basketball construit au Stade des Martyrs qui sera baptisé au nom de Mutomboudi Kimbi. Il sera également décoré à titre posthume par la République démocratique du Congo. Je disais donc les défis et perspectives liés à l'approvisionnement responsable en minerais issus de l'exploitation artisanale. C'est le thème de l'exposé du ministre des Mines Kizito Pakabomba lors de la 3e édition du café de presse organisé par le cadastre minier au salon Congo Pullman. Un reportage de Lucie Lavichisenda et Patrick Kachala. Les métaux stratégiques que regorge le sous-sol congolais lui attirent des convoitises. Au travers ce café de presse, le 3e que le cadastre minier a organisé, le ministre des Mines a insisté sur l'importance des ressources naturelles avant de revenir sur l'exploitation industrielle qui s'est faite dans les normes. L'État congolais mène une lutte acharnée contre la présence des enfants dans les zones minières et celle des conflits, a dit le patron des mines Kizito Pakabomba. Notre gouvernement, de manière générale, ne lésine pas dans sa manière de mise en œuvre de la politique minière au mieux des intérêts de notre population. Le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision claire sur la gestion de nos ressources naturelles. Celles-ci doivent servir au développement de notre pays, ainsi qu'au bien-être socio-économique de nos populations. Le programme d'action du gouvernement mené par son Excellence Madame la Première ministre apporte justement des solutions pour le développement économique de notre pays à travers des sources naturelles. Le cadastre minier, le centre d'expertise des substances minérales précieuses ainsi que les SAEMAP ont un rôle déterminant dans le processus. L'inspection générale des mines ainsi que d'autres services spécialisés des mines ont pris une part active à ce café de presse. L'Agence nationale pour la promotion des investissements et le guichet unique des investissements en RDC, l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Kassongo, a confirmé cette assertion lors d'une réunion avec la délégation de l'ANAPI, nous dit Yvette Makoutima. La République démocratique du Congo, terre fertile pour les investissements, s'avère une opportunité pour le monde des affaires à l'échelle internationale. C'est la portée des échanges entre l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kassongo, et le directeur général intérimaire de l'ANAPI, le professeur Bruno Tshibangou Kabaji. Des échanges en lien direct avec des questions de développement et sur l'environnement des affaires en RDC, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en tant que guichet unique d'investissement. Pour les diplomates congolais en poste à Paris, l'ANAPI et ses partenaires clés pour guider les investisseurs de la diaspora vers des opportunités en RDC, aujourd'hui un pays ouvert au monde grâce à la diplomatie menée par le chef de l'État. Par ailleurs, le directeur général d'intérim de l'ANAPI séjourne à Paris pour participer à Francotech, le salon des innovations en français. Et puis le secrétaire général du parti présidentiel était avec les députés nationaux de son parti pour échanger sur le partage des responsabilités dans les différentes commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Augustin Kabouya invite les députés nationaux de son parti à privilégier l'unité au sein de l'Union sacrée de la nation. Alain Bikaï pour ce reportage. Après avoir obtenu par consensus 4 commissions permanentes sur 10 qui comptent l'Assemblée nationale, plus les comités des sages, les députés nationaux de l'IDPS et Mosaïque se sont retrouvés autour de leur secrétaire général, Augustin Kabouya, pour le partage des responsabilités. Au cours de cette rencontre, le chef de file de l'UDPS a invité ses collègues députés à privilégier l'harmonie et l'unité au sein de la famille politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. De ces faits, Augustin Kabouya a invité la commission ad hoc mise en place à procéder à la récision des discussions avec le bureau de l'Assemblée nationale. Sur ce, le président national de l'IDPS a appelé ses interlocuteurs à choisir librement les commissions dans lesquelles ils vont œuvrer pendant toute la législature. Pour ceux qui vont présider ces dites commissions, le député national de Moamba a recommandé à la commission de tenir compte des compétences
et l'expérience en la matière. Les doyens doivent partager les expériences avec les nouveaux venus sur les pratiques parlementaires pour faire avancer les travaux de la Chambre basse, a-t-il conclu. La province du Kasaï-Oriental vient d'être dotée d'un nouveau bâtiment qui va abriter l'interfédération de l'UDPS Tshisekedi dans la ville de Mbujimaï, une dotation de la secrétaire nationale dans le but d'offrir un cadre de travail adéquat pour bien mener les différentes activités du parti. Commentaire, Bobo Anou. C'est une première dans l'histoire de l'UDPS et cela restera à jamais gravé dans les annales de ces partis du Sphinx délimité, fait Tshisekedi wa Mulumba. Un cadre dote son parti une permanence. Cela se passe à Mbujimaï, dans la province du Kasaï-Oriental. Une parcelle achetée et construite sur fonds propres de Lisette Kabanga Chibwabwa, secrétaire nationale de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui signe ses dons. Cette permanence dotée à ces partis présidentiels s'inscrit dans le sens d'offrir un cadre de travail adéquat pour mener les activités du parti à partir de la base. L'ambiance grandiose nourrie des chansons à la gloire du parti et de cette dame donatrice a électrisé la cérémonie à la satisfaction de combattantes et combattants qui ont réceptionné avec gaieté ces bâtiments. Contribution détail d'Elisette Kabanga Chibwabwa, la dame de fer qui a mis tout Mbujimaï d'accord à travers la construction de cet important édifice, a au cours de son allocution exhorté les combattants venus pour la circonstance à utiliser cette belle bâtisse à bon escient et à poursuivre la lutte contre toute forme d'antivaleur qui freine la cohésion et à toujours cultiver l'unité et la paix comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là avant de rappeler la responsabilité de tout un chacun d'être porteur des actions réalisées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans leur milliers. Lisette Kabanga Chibwabwa a réaffirmé son engagement d'œuvrer derrière la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo relative au bien-être de tous et de son attachement à son parti. C'est là après un accueil triomphal lui réservé par la population au pied de l'avion avec les drapeaux du parti jusqu'au lieu de l'activité. Une foule immense lui a réservé ces moments inoubliables, une parfaite communication avec sa terre natale. Le groupe d'amitié RDC-Chine s'active pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux peuples. André Mbata a conduit une délégation des députés nationaux auprès de l'ambassadeur de la Chine. Une rencontre qui a aussi passé en revue la coopération Chine-Afrique. Un reportage de Robert Daichi-Sensei. C'est officiel, le groupe d'amitié RDC-Chine à l'Assemblée nationale est constitué. Ce mercredi 9 octobre 2024, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango a conduit une forte délégation des députés membres du plus grand groupe d'amitié auprès de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, M. Zhao Bin. Une rencontre qui témoigne de l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur de la Chine en RDC a remercié les députés nationaux de toutes les circonscriptions électorales pour l'intérêt qu'ils manifestent en vue d'asseoir la diplomatie parlementaire. Zhao Bin promet d'œuvrer pour plus de facilité d'échange de part et d'autre. C'est une grande réussite. Nous avons eu des échanges fructueux. Les mots les plus souvent mentionnés par les députés congolais sont la confiance mutuelle, sont la connaissance mutuelle, sont l'amitié, sont la coopération. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, élu de Dimbélingé au Kasaï central, se félicite de la concrétisation de ses rêves qui remontent depuis avril 2023. Il a invité ses collègues députés à s'inspirer du modèle de développement du peuple chinois. C'est pour témoigner de l'excellence de nos relations. Mais même si elles sont excellentes, nous tenons absolument à les renforcer, à les améliorer davantage. Et M. l'ambassadeur l'a dit dans tous les domaines. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président Xi Jinping ont décidé d'élever les relations sino-congolaises en partenariat stratégique. Plusieurs députés nationaux ont passé en revue la coopération de la RDC avec la Chine en insistant sur les transferts de compétences dans divers domaines. Pour nous développer, nous avons besoin de beaucoup de compétences et dans plusieurs domaines. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué
Et ce sont des pays qui maîtrisent la technologie qui seront au-dessus des autres. Les élus nationaux, membres du groupe d'amitié RDC-Chine, ont sollicité auprès de l'ambassadeur de Chine en RDC les facilités pour l'obtention des visas. L'ambassadeur de la Chine en RDC a émis le vœu de voir cette coopération être consolidée car la République démocratique du Congo est devenue l'une des principales destinations d'investissement chinois en Afrique. Mettre en avant l'importance de la formation professionnelle, c'est le but que poursuit le ministère de la formation professionnelle et l'hôtel de ville de Kinshasa. Ensemble, ils vont organiser dans les tout prochains jours une foire avec pour thème la formation professionnelle, un levier important pour le développement socio-économique de la RDC. Yvette Makoutima. Kinshasa sera du 24 au 26 octobre 2024 la ville de la formation professionnelle à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, INPES, ex-IMK. Une première du genre dans la capitale congolaise et en République démocratique du Congo, organisée par le ministre de la formation professionnelle en collaboration avec la ville de Kinshasa. Pour Maître Marc Ekilali Kombo, la foire de la formation professionnelle est une recommandation du Conseil des ministres. Je tenais à annoncer devant le partenaire l'instauration de la foire de la formation professionnelle, mais je tenais aussi à préciser la raison d'être de la création ou de l'instauration de cette foire. C'est notamment susciter de l'intérêt à la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population. Cette initiative du ministre de la formation professionnelle en vue de la création d'emplois a été saluée par les participants. La formation professionnelle a un rôle clé, est un acteur clé pour préparer justement toute cette main-d'œuvre à pouvoir affronter les problèmes de changement climatique dans le futur. Que vous soyez un professionnel chevronné cherchant à relever des nouveaux défis, un jeune diplômé ou un étudiant à la recherche d'un emploi, la foire de la formation professionnelle est faite pour vous. 3 jours de rencontres qui seront un moment privilégié aussi, une opportunité pour les jeunes parmi les élèves et les étudiants qui veulent s'informer des occasions offertes dans ces domaines. Il sera rythmé des temps forts comme des expositions, mais aussi de conférences, panels, ateliers et autres. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.